Homo Micro. Bonsoir à tous, merci de rejoindre l'émission qui se prend Homo Micro. C'est la dernière émission de l'année avant de vous retrouver le 8 janvier 2018. Je suis en compagnie de 3 chroniqueurs pour vous informer ce soir avant de vous présenter les invités. Vivons gaiement, c'est notre ami Éric Brulin, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Brahim. Alors une chronique pour finir l'année ? Oui, alors on va faire un Vivons gaiement un peu décalé, parce que Ouais. c'est la dernière. On va parler des résolutions 2018. Ouais. Fabien, bonsoir, ton retour après lundi dernier, la suite de... La suite de l'histoire du VIH, c'est pas forcément une histoire qui fait rêver, mais on avait parlé un peu de la toute première étape de l'épidémie et je vais vous donner la suite. Ça sera en 3 épisodes en fait cette histoire. Il y aura même un 3e épisode à la rentrée. Nous aurons un premier invité en tout début d'émission. Il s'appelle Didier Mancy. Je prononce bien ? Didier Mansuy. Oui, Mansuy. Merci Bonsoir Didier Brahim, d'avoir merci répondu de à l'invitation. ton invitation. Ouais. Tu es venu donc nous présenter 2 de tes ouvrages. Tout à fait. Qui 2 de mes s'intitulent ouvrages qui sont parus dans la même maison d'édition, parmi beaucoup d'autres qui sont parus dans d'autres maisons d'édition. Ces 2-là sont parus chez Horizon, sans H, un éditeur parisien qui est rue de l'École Polytechnique. Le premier que je vais vous présenter est un petit essai, c'est un petit essai philosophique et littéraire qui s'appelle Facettes. Et le En deuxième gros, c'est une... Non, le développement, ce sera tout à l'heure. Et le deuxième D'accord. livre, ce sera... Et le deuxième livre, Les Porteurs de Feu, Ouais. qui est une sorte de pont entre les 2 rives de la Mare Nostrum, la Méditerranée, Ouais. avec tous les 2 une très forte attache et incorporation dans le désir de la sexualité et dans l'homosexualité. On en saura plus tout à l'heure. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et à tous. Pour nous, tu es allé voir une pièce que tu vas nous présenter avec des invités. Et oui, et puis pas n'importe quelle pièce, ça s'appelle Merci d'être passé. C'est à la Folie Théâtre le vendredi et le samedi à 19h30. Et c'est vraiment génial. Ouais. Faut vraiment aller à voir. Si vous voulez voir une pépite du théâtre, allez-y. On a nos invités, si je peux me permettre de les Oui, présenter. effectivement. Daniel Mao, l'auteur, qui est Petit Molière, qui a reçu le Petit Molière du meilleur auteur 2017. Bonjour Daniel. Et puis vas-y. Bonjour. Bonsoir à tous, merci beaucoup de me recevoir avec Sandra. Et la seconde Oui, et puis donc Sandra Goguet, qui joue le rôle d'Axel dans la pièce, qui est donc comédienne, compositrice, chanteuse et tout. Enfin, c'est une artiste complète. Bonsoir et merci beaucoup. Et l'autre comédienne n'a pas pu venir ce soir. Tout à fait, Anne Manou. Nous avons avec nous Isabelle qui réalise comme toujours l'émission audio. Comment ça va Isabelle ? Écoute, ça va bien, Brahim, et toi? Ça va, merci. Les 2 morceaux que tu nous présentes ou ce sera la surprise ? Disons qu'on va écouter L'Océan et Une femme rêvée. Ouais. Voilà. L'émission est filmée par Daniel Lebras qui nous filme avec beaucoup d'attention, très très concentré. Monsieur, c'est parti pour 1 heure d'émission avec vous. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Alors, Didier m'ensuit. 2 livres. Le premier, Les Porteurs de Feu. Le second, pour tout à l'heure, Facettes. Alors, j'ai peut-être inversé. Tu présentes ce que tu veux. En fait, un exercice qui n'est pas simple, auquel tu vas donc, on va dire, jouer, dans le sens où il nous arrivera de faire venir des personnes pour présenter des livres et des ouvrages qu'on n'aura pas lus. Et là, en 3 minutes, il va falloir tout nous dire et nous convaincre et tout faire pour que qu'on puisse se procurer donc tes ouvrages et nous donner envie de le lire. Alors, nous écoute depuis son domicile Éric Garnier, qui devait venir ce soir, mais le fait qu'il y ait plusieurs invités et des chroniqueurs, donc il nous écoute depuis son domicile. C'est un spécialiste livre qui va donc prêter attention. Alors, le premier, c'est... Le premier, c'est Facettes, Oui. qui est paru dans la maison d'édition Horizon, Horizon sans H, pour que vous puissiez le trouver, qui est un éditeur parisien. Alors,
Facette, c'est un petit ouvrage, ça se lit très très vite, c'est un petit essai d'introspection et c'est en gros, pour faire un petit peu un jeu de retour en arrière littéraire, un essai sur la difficulté d'être. Difficulté d'être lorsque l'on a découvert un certain nombre de sentiments ou d'introspection en tant que personne qui avoue son introversion ou qui ne l'est pas encore avouée. Il n'est pas toujours évident ni pertinent à tous les moments de dire tout. Et cet essai, sans jamais aller dans des détails scabreux, est une introspection pour, à la faveur d'une rencontre extraordinaire, d'un autre rencontré, de se demander pourquoi l'autre est si malheureux alors qu'il a tout pour être heureux et qu'il a des dons extraordinaires, mais qu'il a été, en gros, martyrisé intellectuellement par une oppression, par une famille ou par un dogmatisme ou éventuellement par un comportement sectaire ou religieux. Le parcours de tout cela, c'est la révélation de soi. Et la révélation de soi pour arriver, au bout d'un moment, à se dire si finalement, est-ce que l'autre n'est pas nous-mêmes? Est-ce que c'est pas nous-mêmes qu'en fait nous cherchons à ce moment-là et que nous découvrons dans un jeu de miroir qui est à la fois propice et révélateur et qui est une sorte d'aboutissement sublime pour trouver là où l'on est dans une volonté d'être, d'exister par la beauté et par l'amour. Et je pense que c'est la seule importance dans ce monde où nous vivons, aboutir par la beauté et l'amour. Tout le reste, ce sont effectivement des fantasmes de gens qui veulent soit assumer leur volonté de pouvoir, mais qui n'ont pas assumé leur être et qui, quelquefois, en se rebellant vis-à-vis des autres, ne font que se rebeller contre eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à être ce qu'ils voudraient être, parce que oser le dire est impossible et qu'ils ont été trop formatés pour être ordinaires et le rester. Voilà un petit peu sur ce premier livre. Oui. Je t'ai demandé de choisir un morceau et de nous lire un passage. Alors, il y en aurait beaucoup que je voudrais te lire, mais on va tout simplement faire simple et on va commencer par le début, les quelques phrases du début. Aucun de ces enfants ne savait parler à un autre. Qui le leur aurait appris? Pourtant, chacun l'espérait, le ruminait, tournait autour, en tâtait, jouait un rôle solitaire, souffrait, était nu, commençait de haïr. Chacun avait fui un milieu infirme où il avait été élevé à l'image des parents, dans le respect des dogmes préétablis et des contraintes, traumatisé par des interdits annihilant les pulsions, les sentiments, les sens. Il se retrouvait entre mutilés, il bégayait, il boitait. Aucune parole ne jaillissait spontanément, aucun geste ne se faisait simplement, tout était effort et lutte pour essayer d'atteindre la surface. L'air qui donne la vie, la lumière qui éclaire et guide. Ça donne envie de continuer et de t'entendre, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. L'émission dure 1 heure, on a plusieurs invités, mais en tout cas, je l'ai acheté. Il vaut 10 € et c'est aux éditions Horizon. Horizon. Sans H. O-R-I-Z-O-N-S. Ce livre date de quand? Il a 5 ans. 5 ans. Merci pour ce premier ouvrage. Le deuxième, Les porteurs de feu. Alors, Les porteurs de feu, c'est totalement différent. C'est un roman. C'est un roman qui a été écrit à la faveur de 2 événements qui se sont télescopés. Les lettres d'une de mes arrière-arrière-grand-tantes, sœur Sainte-Paul Mansuy, excusez-moi du peu, et d'une rencontre amoureuse avec un garçon algérien qui s'appelait Sofiane et qui était un déclencheur. Autant dire que c'est une rencontre amoureuse et comme... contrairement à ce que beaucoup le disent, la rencontre amoureuse avec les garçons maghrébins est une évidence et une normalité. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, c'est d'ailleurs autour de cela d'ailleurs que le livre s'oriente comme une sorte d'évidence, dans une sorte de détermination définitive à ce qu'un parcours se réalise sur 150 ans. Elle part, elle écrit des lettres à ses parents qui sont restés,
elle devient cette sainte qui est une femme qui, à 20 ans, a appris le voile et qui a décidé d'aller aider les femmes, les pauvres et les malheureux. C'est quand même quelque chose. Elle y résistera 25 ans à toutes les maladies, les fièvres, les tremblements de terre. Vous savez qu'il y en a eu beaucoup en Algérie au XIXe siècle, et qu'ils firent des nombreux de morts. Et puis, alors qu'il y a une déclaration d'amour qui lui est faite, elle n'entend rien, elle ne voit rien, mais elle est la mère par intermédiation. C'est-à-dire qu'elle permet à deux personnes de se rencontrer et d'avoir un amour sublime, mais dans la haine des deux familles, de part et d'autre. Et de cet amour va naître un enfant qui va vite se retrouver orphelin, mais elle, qui est sœur, décide de l'élever. Et dans une espèce de fantasme de la lignée, elle organise tout comme si les deux lignées de sa famille, sa vraie et la deuxième, allaient se retrouver. Et c'est vrai que 170 ans plus tard, le médaillon qu'elle avait légué à la première lignée d'une première famille se retrouva avec la lignée de la deuxième famille dans le lit de deux garçons qui se retrouvaient autour du médaillon en le découvrant. Voilà une histoire un peu extraordinaire à la fois. C'est un roman, bien évidemment, mais c'est un roman qui se base entièrement sur des personnages et des lieux véridiques. J'ai essayé de donner à la fois une atmosphère, des lieux, des sentiments, mais aussi une distance par rapport à des aspects philosophiques et par rapport à des conditionnements, en revisitant des pans entiers, soit de doctrine ou de religion, pour en extraire le meilleur et dire combien l'amour et la beauté doivent être systématiquement le but de nos vies et de nos recherches. Et tout le reste, c'est foutaise et balivernes, et surtout pas les luttes violentes. Et le reste, ceux qui veulent imposer quelque chose par rapport à quelque chose de doctrinaire, c'est qu'ils ne savent pas lire les livres, parce que les livres disent exactement le contraire. Les porteurs de feu, toujours aux éditions Horizon. Un petit tour de table pour demander un peu à mes camarades quel livre ils pourraient éventuellement se procurer entre Facette et Les porteurs de feu. Éric Brulin, par exemple. Je prends le micro, désolé. Les deux me semblent bien, mon capitaine. Ouais. J'ai beaucoup aimé la façon dont tu en parlais. J'aime bien. Alors, dans Facette, c'est amusant parce que il y a une phrase qui m'a marqué. Je me souviens que tu as parlé de rechercher dans l'autre, en fait, ce que nous sommes nous-mêmes. Et ça a fait écho à quelque chose que j'avais lu quand j'étais tout petit. Je découvrais mon homosexualité, j'avais ouvert le dictionnaire, et dans un vieux Larousse, j'avais vu homosexuel, quelqu'un qui recherche dans l'autre ce qui n'est pas lui-même. Et je m'étais dit, mais je suis pas du tout comme ça, moi. Et ça m'avait vraiment travaillé. Et le fait que tu en parles comme ça dans ce livre, je pense que c'est quelque chose qui peut m'interpeller. Fabien ? Écoutez, moi, je pense que je serais intéressé plutôt par le roman parce que je lis pas beaucoup et quand je lis, c'est pour essayer de m'évader un peu. Je crois que les deux, si j'ai bien entendu la façon dont tu t'exprimes, effectivement, ça donne vraiment à réfléchir et je pense que les deux sont aussi une source de réflexion sur soi, d'introspection, à travers les deux ouvrages qui sont très différents, mais je pense que je me laisserai porter par le roman davantage. Jérôme ? Moi, je vais rejoindre Fabien. Les deux livres sont très, très intéressants. C'est vrai que Les porteurs de feu, ça me parlerait presque plus, parce que moi, je suis plutôt pour, justement, vivons libres comme on est. Et Facette, c'est vrai que c'est un livre qui est très intéressant aussi. En fait, les deux sont bien, mon capitaine, comme dirait. Très bon choix. Alors, et nos deux invités, Daniel et Sandra. Daniel. Elles hésitent. Moi, je dirais pareil. Les deux sont très intéressants, mais peut-être que moi, d'emblée, je serais plus portée sur Facette. Ça a l'air extrêmement poétique, extrêmement inspirant, et j'ai vraiment envie de m'y plonger. Sandra ? Ce serait avec plaisir si je pouvais lire les deux livres, évidemment. En fait, je suis surtout très impressionnée par la manière dont vous présentez les ouvrages, et c'est vrai que ça donne envie d'en savoir plus, de voir aussi comment c'est écrit, comment on peut avoir une intrigue, quelque chose de très intéressant et très intelligent à la fois. Donc oui, ça m'intéresse énormément.
Merci en tout cas. Si vous voulez vous les procurer, donc comment fait-on alors si on veut se procurer les deux ouvrages? Eh bien, tout simplement en allant à la maison d'édition qui est au 13 rue de l'École Polytechnique à Paris, ou bien en le commandant chez votre libraire. Alors malheureusement, comme beaucoup de livres, ils ne sont pas disponibles dans toutes les librairies, Ouais. mais si vous les commandez... les libraires vont vous les procurer. Ça m'étonnerait que les mots à la bouche ne vous les procurent Ouais. pas si vous les commandez chez eux. Facettes et les porteurs de feu aux éditions Horizon. Oui, Merci 13 rue de Didier. l'École Ouais. Polytechnique, Ouais. c'est pas loin. Hein. Ouais. Merci, tu restes avec nous pour la suite de l'émission? Volontiers. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Nous sommes avec Daniel et Sandra qui font partie de la pièce. Merci d'être passés. Hein. Daniel qui est auteur et Sandra qui est comédienne. Jérôme aussi est avec nous, Éric Brulin aussi. Et nous allons tout de suite, avant d'écouter notre ami Fabien, je voulais te faire lire un passage, Les porteurs de feu, comme on l'avait fait pour le premier livre, Facettes. Alors, je vais vous lire un passage beaucoup plus court. Didier. Et je vais vous le proposer et je vais vous livrer une demande de réflexion. D'où vient-il ce passage? Je vous le lis. Ceux qui sont à vouloir. La vie de ce monde est sa beauté. Nous leur paierons leur œuvre et là, ils ne seront pas lésés. Alors pourquoi j'insiste un petit peu pour que vous trouviez d'où ça vient? Ces 4 petits versets, 4 petites choses courtes, qui sont extraites de la sourate 11, Hud, Ouais. et qui sont un éloge de l'homosexualité. Alors, n'en déplaise à tous ceux qui sont contre et qui vont chercher des versets beaucoup moins élaborés et beaucoup moins empreints de réflexion et de richesse, ceux-ci sont des versets de réflexion. Et la beauté, c'est l'action de l'amour lorsqu'elle est œuvrée de part et d'autre et qu'elle est belle. Et c'est donc un éloge de l'homosexualité, exactement comme la sourate 12, Youssef, est un parfait éloge de l'homosexualité. Merci Didier. Nous passons maintenant. Vas-y pour enchaîner après ça. Bien. Merci. Merci Je Didier. t'avais pas prévenu. Tu vas pouvoir Écoute, sans transition, comme on dit. archiver la suite. Oui, alors, en fait, ce que j'avais proposé, Tu c'est peux pour cette t'exprimer fin comme bien, à d'année. la limite, un peu non, de la je même ne peux manière. pas. Non. Ah, non. La réponse est très claire. Non. Non, je ne peux pas. Non, l'idée, c'était de partager avec vous un petit peu l'histoire du VIH pour raconter une histoire en fin d'année. C'est pas forcément une jolie histoire, mais c'est une histoire qu'on ne connaît pas forcément tant que ça, parce qu'on pense toujours au VIH avec l'épidémie des années 80. L'histoire du VIH, c'est pas ça. Alors, je vous fais juste un bref rappel sur ce qu'on avait dit la fois dernière. Le VIH, donc on avait vu ensemble, hein, ça commence probablement entre 1895 et 1900-1915. On a plusieurs façons d'estimer la date du début de l'épidémie. Et donc on avait vu que c'était probablement un chasseur au Cameroun qui avait été contaminé par un virus similaire au virus du sida humain, mais qui est un virus de singe, comme ça se passe à chaque fois depuis des milliers d'années au Cameroun. Sauf qu'au XXe siècle, au XXe siècle, il s'est passé des choses qui ne se passaient pas auparavant. C'est qu'à Kinshasa, il y a eu une expansion, une industrialisation de Kinshasa, et que probablement que ce chasseur ou son fils, parce que ça s'est fait sur plusieurs dizaines d'années, hein, entre 1900 et 1920, donc peut-être qu'il a contaminé sa femme, qu'il a contaminé son fils. Donc un homme de Cameroun est allé à Kinshasa pour aider. Et puis là, a commencé les transmissions, d'abord à bas bruit par voie sexuelle, et puis ensuite, en 1929, à Kinshasa, la Belgique ouvre un site de Croix-Rouge pour des traitements anti-syphilis, et il donne des injections à la chaîne avec la même seringue sur des centaines et des centaines de personnes. Et on commence à avoir une expansion beaucoup plus large de ce virus. Entre donc 1929 et 1950,
il va y avoir de plus en plus de cas de transmission, on le sait par déduction, hein, puisqu'à l'époque, on n'a aucun cas authentifié. Et puis, entre 50 et 60, à ce moment-là, il y a des crises tout autour du Congo belge, avec une affluence de personnes réfugiées politiques qui viennent pour travailler à Kinshasa. Et là, on n'est plus dans quelques cas de transmission par voie sexuelle, mais on est par une explosion des cas de transmission. Plus là-dessus, vous rajoutez de plus en plus d'usage des trains, des avions, donc ça commence à envahir toute l'Afrique. Les premiers cas authentifiés, vraiment certifiés, puisqu'on a pu retrouver des extraits de sang, de ganglions qui ont été conservés pendant plusieurs dizaines d'années dans de la paraffine, dans des congélateurs, c'est 1959 et 1960. Donc ça, c'est certain. Et c'est à partir de là qu'on a pu d'ailleurs estimer le tout début à 1900. On en était là la fois dernière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Entre 1960 et 1970, on n'a pas grand-chose. Avant donc 1960, on n'a quasiment rien, à part les 2 cas que je vous ai donnés. Sinon, on ne conservait pas, en fait. Donc, on n'a aucun extrait, aucun organe, aucun échantillon de rien. Donc, on peut pas trop savoir. Entre 60 et 70, on a très peu de choses. On a juste un cas assez intéressant aux États-Unis d'un jeune de 15 ans qui est mort de tous les symptômes qu'on connaît aujourd'hui du sida. Et quand on a récupéré ces échantillons sanguins aux États-Unis, on a retrouvé du virus. Et lui, pour le coup, avait jamais été en Afrique. Donc, c'est la première fois que c'est un cas déconnecté de l'Afrique. Et probablement donc... Et par contre, on pense qu'à 15 ans, il était prostitué et avait eu des rapports sexuels avec des hommes. Donc, on pense que peut-être il y avait un petit quelque chose là. Mais au final, il n'y a pas encore d'émergence vraiment d'épidémie telle qu'on la connaît aujourd'hui. On arrive dans les années 70-80. Là encore, très peu de choses au final. On a en Norvège le cas d'une famille, un marin qui revient d'Afrique, qui a contaminé sa fille, qui a contaminé sa fille. Les 3 Norvégiens sont décédés de la maladie. On sait que c'était le VIH, mais ils n'ont pas contaminé autour d'eux. Et ce n'est pas ça qui est à l'origine de la flambée qu'on a connue ensuite en Europe. On a un an plus tard, en 1974, une chirurgienne en Hollande, une chirurgienne qui, elle, a exercé en Afrique. Donc on pense qu'elle a été contaminée lors de son exercice en Afrique et qui est décédée du VIH. Pas grand-chose. Plus entre 75 et 80, a posteriori, il y a beaucoup de médecins qui disent qu'ils ont vu, maintenant ils peuvent dire en fait c'était du sida, mais on ne le savait pas, beaucoup en France, beaucoup en Belgique, de par les rapports avec l'Afrique. Mais on n'est pas encore avec cette explosion du VIH qu'on connaît. L'explosion du VIH qu'on connaît, donc ça, c'est les réponses qu'on a vues là autour de la table la fois dernière, les plus fréquentes, c'est au début des années 80. C'est vrai, quand on pense épidémie du VIH, on pense à ça. Donc ça a commencé par le 5 juin, une publication avec 5 cas à Los Angeles. Ils ont fait des recoupements, ils ont trouvé que les cas étaient très similaires. 5 homosexuels jeunes qui mouraient d'immunodépression. On pourrait penser donc que le début de l'épidémie, et puis après ça a flambé de plus en plus, on pourrait penser que le début de l'épidémie vient de là. En fait, non, si vous voulez tout savoir, puisque sur le début, c'est probablement à New York que l'épidémie a commencé, pas du tout à Los Angeles. Ce qu'il y a, c'est que ça a été un peu plus difficile de le montrer à New York, parce qu'à Los Angeles, vous n'aviez que 2 écoles de médecine. Donc quand ils ont vu 5 cas coup sur coup, ils se sont parlé entre eux, ils ont dit là, il y a quelque chose. À New York, il y avait 7 écoles qui ne se parlaient pas. Donc ils n'ont pas du tout fait le rapprochement avec les différents cas qu'ils avaient dans les différents hôpitaux. Et ce qui s'est passé, c'est une technicienne qui délivrait des médicaments au centre on va dire la pharmacie spécialisée de tous les États-Unis pour les médicaments rares, et qui avait donné un traitement pour la pneumocystose, la pentamidine, 2 fois entre 1967 et 1979, donc en plus de 10 ans 2 fois. Et en 1980, en 2 mois, elle en a distribué 9 fois. Et là, elle s'est dit 2 mois, on me demande 9 fois le même traitement, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est elle qui a tiré le signal d'alarme à New York. Et là, on s'est rendu compte que le début de l'épidémie, c'était New York. Alors, qu'est-ce que vous savez du patient zéro ? Vous avez entendu parler de cette notion de patient zéro ? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus ? C'est quoi le patient zéro ? Est-ce que vous avez Eric, sans doute. Non, c'est parce que je me souviens d'une discussion avec Fabien qui en avait parlé, donc je lui laisse le plaisir de... Mais tu triches. Bah oui, je triche. Moi, ça me dit quelque chose, mais c'est tellement vague. On a beaucoup cherché quel était le patient à l'origine de l'épidémie homosexuelle, puisque là, tout d'un coup, on passe à quelque chose de différent. On n'est plus sur des contaminations via l'Afrique. Alors, on a longtemps incriminé un steward canadien, Gaëtan Dugas, qui effectivement avait une vie sexuelle extrêmement active, qui était très beau garçon, qui allait dans tous les saunas de New York et qui, à lui seul, a probablement contaminé au moins 50 cas des 250 premiers.
Donc il est sûrement contributeur, mais c'est pas le patient zéro. Les recherches, on pense que le patient zéro, si vraiment on doit en trouver un d'ailleurs, est-ce que c'est si important, c'est d'abord plus tôt, parce que pour avoir ces symptômes-là dans les 81, 82, il faut le VIH sans traitement, c'est à peu près 8 ans avant vraiment... Alors ça peut être beaucoup plus rapide, plus court, ça dépend des personnes, mais c'est pas immédiat. Donc on pense que c'est plutôt en 1976, il y a une grande fête pour en juillet pour l'Independence Day aux États-Unis, avec des marins qui sont venus du monde entier pour faire la fête à New York. Et on pense que peut-être ça s'est fait à ce moment-là. C'est très difficile de savoir quel est le patient zéro. En tout cas, tout porte à penser que ça a plutôt démarré à New York qu'en Californie, même si on parle beaucoup de la Californie pour ce qui est du VIH. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui, sauf si vous avez d'autres questions, parce que l'idée après, c'est de vous parler de comment c'est arrivé en Europe et de comment sont arrivés les traitements, et on parlera plus des différentes phases sur les traitements et tout ce qu'on a traversé entre 85 et aujourd'hui sur la prise en charge. Juste peut-être en un mot, si j'ai encore une seconde, pour vous dire que les Français ont été très contributeurs dans ces découvertes-là à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est comme je vous ai dit, la fin des années 70, début des années 80, la France commençait à voir des choses avec des patients venant d'Afrique. Et alors que les États-Unis pensaient, et on voyait ça écrit partout dans les journaux, que c'était une maladie d'homosexuels, on parlait du cancer gay. Il y a Sylvain qui a fait une très jolie chronique la fois dernière sur les différentes appellations qu'on a eues pour le VIH durant ces 30 dernières années. Eh bien, les Français sont arrivés début des années 80 aux États-Unis pour la première fois. C'était Jacques Lebovitch qui est arrivé à Washington et qui a dit à toute la communauté scientifique américaine: je pense qu'on a affaire non pas à une, mais à 2 épidémies de VIH, et vous vous trompez en pensant que c'est que les homosexuels, et probablement même que les homosexuels, c'est juste une toute petite partie de l'iceberg, et qu'on a affaire à un phénomène d'une ampleur considérable qui vient d'Afrique. Ça, c'est les Français qui l'ont vu, parce qu'ils avaient des rapports avec les Africains, et notamment aussi en Belgique, que n'avaient pas les États-Unis. Puis la deuxième, évidemment, le deuxième apport scientifique majeur de la France, c'est la découverte du virus lui-même. Donc on a en 83 ou 83, on a Willy Rosenbaum qui a un patient à Bichat-Claude-Bernard à l'hôpital qui décède de cette maladie et à qui il va extraire un ganglion qui va l'amener à Pasteur. Et là, Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier vont faire des recherches à partir du ganglion, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. Et ils vont pouvoir identifier un nouveau virus qui va à terme s'appeler le VIH. Et elle aura le prix Nobel, lui aussi d'ailleurs, Luc Montagnier aussi, pour cette découverte du VIH. Grosse bagarre entre les Américains et qui voulaient aussi la paternité, parce qu'ils ont piqué en fait les échantillons, ils ont refait les examens et ils ont dit que c'était eux qui l'avaient trouvé. Mais en fait, clairement, ça a été statué. Et d'ailleurs, les Américains n'ont pas eu le prix Nobel. C'est Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier qui ont été récompensés pour cette découverte. Merci Fabien. La prochaine en janvier, j'espère. La prochaine en janvier, on aura... Voilà. Et là, je vous parlerai plutôt des différentes grandes phases dans la prise en charge thérapeutique de cette maladie. Et puis, parce que je pense que ça va intéresser pas mal des auditeurs, c'est comment les associations de patients se sont mis à collaborer avec les scientifiques, avec les industriels, avec les autorités gouvernementales. Comment ça s'est passé, bien, pas bien, pourquoi. Et on parlera un peu de tout ça. C'est bien des chroniques comme ça avec toi sur plusieurs volets, ça nous donne l'occasion de te voir plus souvent. Exactement, et c'est toujours un plaisir. Quand je viens, quand je peux, je viens. Merci à toi. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Eric, dans Vivons gaiement, Eric va nous aider quelque part à nous protéger. Aujourd'hui, tu vas nous parler de résolution, nous protéger. Pour moi, il y a un truc qui me fait penser à moi dans ta chronique et je te le dirai tout à l'heure. J'ai peur. Oui, ça va être une chronique très légère. On va changer de style. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de gens qui, lorsque on arrive à la fin de l'année comme ça, et quand on commence une nouvelle année, se figurent que c'est le moment d'engager de nouvelles choses, de se comporter autrement, bref, de changer, de devenir une nouvelle personne. Les Américains disent même parfois, c'est le New Me, le nouveau moi. Alors, on va passer en revue quelques-unes de ces résolutions que vous pourriez être tenté de prendre en tant qu'homosexuel. Et je vais commencer par la résolution numéro 1. Je vais l'appeler le Grindr Detox. Alors, vous avez
pendant l'année 2007, peut-être constaté que votre vie s'était un petit peu résumée à un enchaînement de plans un peu malheureux, pas très gratifiants, qui ont débouché sur des fiascos sentimentaux. Et d'ailleurs, même vos meilleurs amis s'en sont rendus compte et ils commencent à vous appeler la cochonne du web. Donc vous vous dites qu'il est temps d'agir. Donc dès minuit, le 31, résolution numéro 1, vous décidez de supprimer Grindr, Scruff, Hornet et les autres applications de votre iPhone. Et vous vous dites que comme ça, au moins, vous ne finirez pas la soirée comme l'année dernière, les pattes en l'air dans un appartement glauque. Alors, peut-être que les premiers jours de janvier, vous allez avoir un petit pincement au cœur. Hein. Vous regretterez votre compte Ourson Cochon Now, c'est comme on les voit sur Grindr, avec Now en majuscule énorme. Mais après cela, vous allez peut-être vous dire aussi finalement, je me sens mieux, je suis fier de moi, c'est pas mal. Vous allez quand même tressaillir à chaque fois que votre iPhone va vibrer. Vous allez vous dire, ça y est, c'est un message Grindr. Et non, ce sera juste une info France Info vous disant que le chômage augmente. Donc, il faudra vous en remettre. Patience, c'est comme ça qu'on se désintoxe. Vous allez y arriver. Alors, c'est fou, en écrivant cette chronique, cette première résolution, tu as pensé un peu à moi? Non? C'est là que j'avais peur. La deuxième résolution? En fait, elle découle de la résolution 1. C'est-à-dire que, comme auparavant, vous étiez un peu addict et que vous consultiez très, très régulièrement votre téléphone, eh bien, comme des fumeurs qui arrêtent de fumer, eh bien, là, à chaque fois que vous allez avoir envie de regarder votre téléphone à la recherche de cette application qui n'y est plus, vous allez vous dire « Non, je peux pas. Allez, je prends un carré de chocolat. » Donc, évidemment, très rapidement, vous allez passer à la résolution 2, qui est de faire du sport. Alors, plusieurs choix s'offrent à vous. Évidemment, hein, les plus fortunés vont se dire « Allez, je vais faire du jogging, ça coûte pas cher. Je vais aller m'entraîner un petit peu du côté du bois de Vincennes, des buts de Chaumont. » Voilà. Ou alors, vous allez à la piscine et vous allez vous dire « ça serait vraiment, vraiment bien que je donne le vrai sens à l'expression « faire des longueurs ». Et ensuite, peut-être que certains vont se dire moi, j'ai un petit peu plus d'argent, alors je vais m'offrir un abonnement à un club de gym. Et donc, bien naturellement, ils vont foncer, s'acheter les tenues en lycra les plus moulantes et les plus saillantes. C'est tellement pratique pour faire du sport. Alors, vous vous en doutez, cette résolution 2, elle sera dure à tenir, donc je vous recommande d'y aller mollo sur le chocolat. Alors là, tu as pensé à nos amis Cyril et Eric Garnier, non? J'ai surtout, là, c'est là que j'essaie de faire une transition avec ce qu'a dit Fabien, puisque la résolution 3, c'est le dépistage. Cette année, vous vous dites, je me fais dépister tous les 3 mois. Alors, c'est vrai que vous aviez dit la même chose l'année dernière, puis aussi il y a 2 ans, c'est vrai, puis que vous ne l'avez pas fait. Donc, mais vous vous dites, c'est pas ma faute, moi j'ai peur de la vue du sang, ça me fait tourner de l'œil, j'y arrive pas. Et puis bon, c'est vrai, vous aimez bien jouer au docteur, mais votre conception de la blouse blanche, c'est plutôt de la faire tomber que de la garder. Donc, courage. Le passage devant le médecin du centre, ça va être un petit moment difficile à passer, surtout quand il va vous demander d'estimer votre nombre de partenaires dans l'année écoulée. Là, vous allez frémir, vous allez rougir, mais c'est pas grave. Allez-y, faites-vous dépister sur celle-là, on va pas tergiverser. Résolution 4? Je vous rassure, j'en ai pas 40. Il y en a encore 2 à venir. La résolution 4, c'est faire la paix avec vos ex. Et surtout avec votre ex de 2017. Car c'est l'année quand même au cours de laquelle vous vous êtes fait plaquer comme une pauvresse avec des échanges de mails incendiaires, des textos assassins. Et oui, votre chéri vous a plaqué pour un plus jeune, un plus musclé, un plus riche, un plus beau, un plus cultivé. Bref, c'était une relation qui était vouée à l'échec. Et pour vous venger, vous avez quand même un petit peu griffonné son nom sur toutes les portes des toilettes des aires d'autoroute, ce qui n'était pas très sympa. Et donc, la relation n'est pas au beau fixe avec lui. Mais vous vous êtes dit, 2018, on fait la paix, je serai zen. Vous avez commandé à Noël la biographie du Dalai Lama, vous êtes inscrit à un stage de yoga, et vous avez même réécouter religieusement toutes mes chroniques Vivons gaiement de l'année écoulée. Et oui. Et vous êtes sûr qu'avec ça, vous allez être prêt. Et puis, voilà, vous dites, ce serait quand même dommage de perdre la moitié de mes amis, tout simplement parce que je ne veux plus le revoir. Ça serait quand même dommage de décréter que le Marais est devenu une no-go zone parce que j'ai peur de l'y rencontrer. Alors, vous avez, fort de cette certitude que tout va bien se passer, vous avez accepté de participer à la célèbre galette des reines que votre ami organise en janvier, en présence de votre ex. Alors, là, ça me fait penser plutôt à Daniel. Pour finir... Une dernière pour finir, c'est la résolution 5, celle que moi, je vous impose d'ajouter, en fait. C'est cette résolution de ne pas vous détester dans 3 mois.
quand vous vous rendrez compte que vous n'avez tenu aucune de vos résolutions, que vous constaterez que la cochonne du web a fait son grand retour, que vos chaussures de running, elles ne vous servent que pour organiser des plans skate un peu cochons, et que, en fait, au lieu de vous faire dépister, vous avez couché avec 3 infirmiers en même temps. Et vous vous souviendrez aussi que la galette de la reine, elle ne s'est pas hyper bien passée, puisque vos amis ont passé la moitié de la soirée à essayer de vous séparer du nouveau copain de votre ex, auquel vous aviez promis de faire bouffer le roi mage, sincèrement, en l'attaquant physiquement. Donc c'est pas grave. Enfin, c'est pas trop grave. Enfin, c'est quand même un peu grave, enfin, si vous en êtes arrivé là, mais dites-vous que plutôt que de vouloir changer radicalement, essayez de changer un petit peu à votre rythme tout au long de l'année. Et si je peux me permettre de finir sur un conseil, c'est finalement pas de faire de résolution du tout et de garder en tête cette citation que j'aime beaucoup de Marc Aurèle, qui est la suivante: que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Bonne fête. Merci, Eric. Alors, pas de résolution pour la nouvelle année, alors Didier, pour toi? Eh bien, écoute, parmi les résolutions qui étaient annoncées, ça serait plutôt difficile. J'ai plutôt toujours été largué parce que j'étais trop intello. Donc, ça va être difficile. Il n'a jamais été largué, lui, Fabien. Je réfléchis, quelle honte quand même. Mais pas beaucoup. Mais j'ai pas eu beaucoup d'histoires non plus dans ma vie. Donc elles étaient globalement pas beaucoup et plutôt longues. Non, je me dis que tu es un acteur né, non? C'est peut-être ce soir, il faut te placer ce soir parce qu'il y a des filles charmantes qui peuvent peut-être t'aiguiller, non? Oui. Si c'est une pièce très féminine, la perruque me va très mal en fait. Les filles, des résolutions pour démarrer la prochaine année? Daniel? Peut-être me mettre enfin au sport. Et faire attention au chocolat aussi. Et Sandra? Moi, cette année, je vais essayer de prendre des vacances. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je vais quand même essayer. Mais je ne sais pas si c'est la meilleure résolution, parce qu'en fait, j'ai surtout envie de créer des spectacles. Ouais. Donc, du coup, ce sera plutôt ça ma résolution numéro 1. Merci. C'est mal barré pour les vacances. Merci, Eric. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. On revient pour la dernière partie de l'émission Homo Micro. Nous sommes toujours avec Didier Mansuy, auteur de Facettes et les porteurs de feu aux horizons, aux éditions Horizon, avec Éric Brulin, toujours qui est resté avec nous, Fabien, et tout de suite nous retrouvons Jérôme avec nos invités qui sont auteurs de la pièce Merci d'être passé. Enfin, auteur de la pièce, c'est plutôt Daniel, et la comédienne Sandra. On t'écoute, Jérôme. Et d'ailleurs, une pièce Merci d'être passé qui est, comment dirais-je, Daniel a reçu le petit Molière du meilleur auteur vivant 2017. C'est dire le talent qu'elle a. C'est écrit super finement, c'est plein de rythme, c'est génial. Enfin bon, moi je l'ai vu 2 fois pour dire, j'avoue. Alors, pour présenter Daniel, en fait... elle a fait plusieurs pièces, La Cité d'Adèle, Les Aventures de Cracotte, mais aussi, alors aujourd'hui, c'est la pièce Merci d'être passé, sur une mise en scène de Cécile Carrère avec les comédiennes Anne Manot et Sandra Goguet, ici présente. Cette pièce Merci d'être passé, donc je l'ai dit, a valu le petit Molière de la meilleure auteure vivante 2017, mais aussi 3 autres nominations au petit Molière. Ça se joue tous les vendredis et tous les samedis à 19h30 à la Folie Théâtre, au 6 rue de la Folie Méricourt, métro Saint-Ambroise à Paris dans le 11e. Ça se joue jusqu'au 3 mars. Allez-y, c'est génial. Sandra Goguet, elle est chanteuse, elle est danseuse, elle est compositrice. Et elle joue Axel, le rôle d'Axel dans cette pièce. Merci d'être passé. Et une chose aussi, c'est qu'elle n'arrête pas de tourner aussi, parce qu'elle sera le 27 décembre prochain au Théâtre Trévise dans un spectacle qui s'appelle Les Secrets de Barbe Bleue, qui est un tout autre spectacle, mais où elle joue et où elle a signé la musique. Donc si vous voulez écouter la musique de Sandra Goguet, allez-y. Bonsoir Daniel, bonsoir Sandra. Bonsoir. On est très proches aujourd'hui avec Mathilde. Voilà, c'est génial. Alors, je l'ai dit, ça se joue donc au théâtre de la Folie à la Folie Théâtre. Et c'est Merci d'être passé. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Hortense est une femme de 40 ans, professeure d'histoire de l'art, qui mène une vie sans encombre, si ce n'est l'envie d'avoir un enfant avec Richard, son mari. Un jour, elle surprend malencontreusement Richard en train de la tromper avec la jeune Axel, une étudiante donc en lettres. Donc branle-bas de combat, le mari dégage, Axel aussi. Et pourtant, Axel revient. Et elle revient vers Hortense. Elles ont 20 ans d'écart. C'est une rencontre à la fois intime, c'est une rencontre explosive, sensuelle, c'est une histoire d'amour piquante, tellement réaliste, entre deux femmes que tout oppose. Et c'est là la richesse des mots. Elle est exceptionnelle, cette pièce. Première question, Daniel, c'est comment t'es venue l'idée d'écrire « Merci d'être passé » ? Alors à une époque, j'étais étudiante à l'Académie internationale de comédie musicale et je prenais des cours de chant particuliers. Et il se trouve qu'un de mes professeurs vivait dans un appartement, on aurait dit un catalogue Ikea, tout était blanc, tout était propre, tout était parfait, c'était toujours impeccable. Et à chaque fois que je rentrais chez ce professeur, quand je tournais la tête à droite, j'avais à côté de moi, j'avais sur le canapé sa femme qui était assise d'une manière très droite, toujours avec un magazine. Et tout était tellement calme, tellement lisse que j'ai eu envie de me demander qu'est-ce que ça pourrait cacher. Et donc j'avais ce pitch de cette histoire entre deux femmes un peu que tout oppose. Et ensuite j'ai rencontré Anne Manot sur la Cité d'Adèle, un autre projet. Et ça a été un véritable coup de foudre artistique. J'ai eu envie de développer ce rôle pour elle. Donc voilà comment est né Merci d'être passé. Voilà, Hortense, on l'a vu, c'est quand même un personnage blessé par la tromperie de son mari. Elle est à la recherche de la joie de revivre, je dirais, comme dans sa jeunesse. J'ai l'impression, parce que elle se demande même pourquoi, en fait, est-ce qu'elle a vraiment aimé ce mec, son mari. Est-ce que tu es d'accord dans cette optique-là ? Est-ce qu'elle est à la recherche de sa jeunesse ? Parce qu'il y a quand même ce personnage qu'on ne peut pas trop dévoiler, mais c'est Madeleine. Oui, c'est ça. En fait, Madeleine, c'était une amie d'enfance qui a peut-être été plus qu'une amie pour elle et qui est en fait sa source d'inspiration principale dans son art. Et effectivement, elle a une grande nostalgie de l'époque où elle pouvait être avec elle tout le temps. C'est une histoire merveilleuse entre deux femmes, quoi. Ouais. Elles s'opposent, elles ne s'aiment pas, mais finalement, elles s'aiment. Vive l'amour. La mise en scène. Il est bousculé. Hein. Je te jure, la première fois que j'ai vu cette pièce-là, je suis resté sous le cul. Je te jure. La deuxième fois, par contre. La deuxième fois. Non, la deuxième fois, je te jure, j'avais la larme. Allongée par terre. Je te jure que ça te donne envie de réfléchir et tu te dis, mais purée, vive la liberté, vivons comme on est et ne vivons pas comme les autres nous demandent de vivre. Parce que c'est un véritable cauchemar de devoir obéir aux autres. Jérôme, tu vis avec une femme en ce moment ? Moi, je vis avec une femme depuis plus de 20 ans. Et c'est très Attention, bien. Il faut se méfier. Hein. Tu t'es jamais posé la question ? Non, je vais te dire, je vais te dire, quand elle n'est pas là, elle me manque. Ah oui ? Je sais pas, Moi, elle n'est pas là, elle n'est pas me là manque pour pas. raconter ma vie. L'important, c'est d'aller voir cette pièce. Merci d'être passé. Alors, la mise en scène, elle est fluide. Les couleurs, elles parlent. C'est une pièce, c'est un véritable ode à l'art au sens large du terme, puisqu'on a à la fois du théâtre, mais on a de la peinture. C'est vraiment quelque chose, quoi, de vraiment exceptionnel. Ouais. Alors, on peut faire parler aussi un peu la comédienne, Oui. Sandra. Donc, il manque l'autre. Vous avez déjà divorcé ou non ? Je ne sais pas, on n'est pas vraiment en procédure de mariage, je ne sais pas, on peut en discuter. Non, elle n'a pas pu venir, c'est donc Anne Manot qui n'a pas pu venir ce soir, mais j'espère que je serai apte à la représenter, ainsi que Cécile Carrère, la metteuse en scène, que je salue. Alors, quand on t'a proposé de jouer dans cette pièce-là, tout de suite, tu as dit oui, parce qu'on peut quand même le dire, tu es hétéro, donc jouer... Je n'aime pas me catégoriser, mais disons que je suis plus attirée par les hommes, oui. Ouais. Voilà, après...
Ça se discute, hein, mais on n'est pas là pour discuter de ça. Ouais. Et alors, donc, jouer ce type de pièce-là, donc, tu as tout de suite sauté sur l'occasion, si je puis dire. Alors déjà, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai passé un casting, bon, qui était quand même un petit casting, mais un casting tout de même pour entrer dans cette équipe. Je suis super heureuse de l'avoir eu. Mais après, oui, moi, évidemment, l'équipe est formidable. C'est un plaisir de travailler dans ces conditions déjà avec des gens aussi talentueux. Et moi, c'est un sujet qui me parle énormément aussi parce que c'est un vrai moment de vérité, même en tant que comédienne. C'est extrêmement intéressant de jouer. C'est formidable. Il y a c'est uniquement de la sincérité. On a travaillé énormément là-dessus. Et oui, le sujet, alors, il y a de l'homosexualité, d'accord, mais c'est pas... Je pense que c'est pas uniquement, tu me dis si je me trompe, mais c'est pas uniquement le propos de la pièce. C'est vraiment une histoire d'amour et de fascination aussi, je pense. Je pense que c'est un récit qui... je sais pas comment m'exprimer, je suis désolée, mais c'est avant tout une histoire de fascination et d'amour entre deux femmes qui sont très très différentes et en même temps qui trouvent des ressemblances. C'est marrant parce qu'on parlait de ça tout à l'heure avec Facette. On se retrouve en l'autre, c'est vrai, c'est un peu ça. Et je pense que ce sujet est extrêmement intéressant. Ça plaît énormément. Alors récemment, nous avons reçu Elisabeth Chemla qui écrit un livre intitulé « Les homos sont-ils des hétéros comme les autres ?» aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes de cet avis, toutes les deux ? Alors, moi, cette citation, je pense qu'elle doit prendre sens dans une œuvre complète. Peut-être qu'enlevée de son contexte, c'est pas pareil. Mais pour moi, l'amour n'a pas de sexe. Et je vois pas pourquoi on comparerait les hétéros et les homosexuels. Comment dire en plus, je sais pas, personnellement, même si je n'y connais rien, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a même plus que deux formes de sexualité, en fait. Il y a énormément de sexualité parce que, en fait, c'est tout ce mélange. Il y a une question de sentiment, de sexualité, il y a des attirances qui sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Et puis, est-ce qu'on a vraiment besoin de catégoriser les choses, finalement ? Moi, je dirais plutôt que les homosexuels sont des amoureux comme les autres, tout simplement. C'est bien dit. Alors, merci d'être passé. C'est une pièce de femmes qui se joue jusqu'au 3 mars. Jusqu'au 3 mars. Rappelez-nous le théâtre. À la Folie Théâtre. Ouais. Ça se joue tous les vendredis et tous les samedis à 19h30. Allez-y, quoi. C'est magnifique. Venez nous voir. Allez les voir. Elles sont 4 à avoir fait la pièce. C'est vraiment une pièce de femmes. Et la richesse des mots, enfin, on en prend plein les yeux, plein les oreilles. C'est franchement un super moment de théâtre. Allez-y. Ça s'appelle « Merci d'être passé ». Daniel et Sandra, merci d'être passés à mon micro. Hein. Merci à vous. Et à très vite, on viendra donc vous voir. Alors Didier Mansuy, Les Porteurs de Feu et Facette, donc ce sont 2 livres, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, oui, il y en a eu pas mal d'autres. Il y a eu... Pas comme je l'imaginais, qui est un recueil de poèmes au début. Il y a eu un premier roman, La Tentation d'Ibiza, un deuxième roman qui est un peu la suite, le tome 2, Biographie d'une douleur, une série de petites nouvelles qui s'appelle 4 figures, 15 petites nouvelles dépaysantes un peu dans le monde entier, une énorme biographie de Marcel Joandeau sur la période de 1948 à 1960, racontant la vraie réalité de son amour le plus important, Robert. Et puis voilà, et puis il y en a d'autres qui sont en préparation, il y en a d'autres auxquels j'ai participé à plusieurs mains, et voilà, mais bon, on va pas y passer. Ouais, tu reviendras nous les présenter en tout cas. Merci d'être passé aussi donc, merci à vous. À mon micro. Merci Sandra et Daniel. Merci à tous les chroniqueurs, Fabien, Eric Brulin et Jérôme. Merci à toi. Merci à Daniel et à Isabelle d'avoir réalisé l'émission. Je remercie aussi tous les chroniqueurs qui m'ont accompagné durant cette année 2017. Je vous embrasse tous très très fort, auditeurs, auditrices aussi. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Ça va vite venir. Avec plaisir. Joyeux Noël. Bonne année. Bonne fête. Bonheur et portez-vous bien. Portez-vous bien surtout. À très vite. Salut. Homo Micro.